c'est évident, hein, quand vous avez plusieurs lésions, diffuses au niveau des poumons, etc., ou des niveaux hydroaériques, voilà, c'est typique. Mais c'est rare, c'est plus rare. Donc ça, j'ai discuté ça tout à l'heure. Donc ça, c'est une revue systématique, mais qui montre un autre aspect de la grippe chez l'enfant. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a comme sérotype? Est-ce qu'on a le A, est-ce qu'on a le B, etc. Est-ce qu'on a le H1N1, est-ce qu'on a le H3N2? C'est très important de raisonner comme ça pour la simple raison, c'est que quand vous êtes dans une saison de grippe, le H1N1, ça va commencer par le H1N1, par exemple en septembre, octobre, novembre, et en novembre vous avez le H3N2, et en février vous avez le B par exemple. Ce qui explique que par exemple l'année dernière, on a eu beaucoup de gens qui se sont dit oui, mais je suis vacciné contre la grippe, mais j'ai eu quand même la grippe. C'est normal, parce que vacciné contre la grippe, vous n'avez pas eu le B par exemple dans le vaccin, vous êtes vacciné avec la grippe avec le H1N1, ce qui était le cas l'année dernière, mais vous n'avez pas eu le H3N2, etc. Mais on va rediscuter ça si vous voulez après. Voilà, alors ça c'est plus intéressant, parce que c'est un travail collaboratif au niveau du sud de l'Europe, d'accord, et qui montre, là c'est dans la région de la Catalogne, et qui montre comment les choses se passent en nombre de cas par rapport à H1N1 et H3N2, et par rapport au B. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça c'est les semaines, et vous voyez comment les choses se passent. Donc au début on a beaucoup de H1N1, après donc il y a le H3N2 qui va rentrer, ce qui est en A, et puis après on a le B, ce qui est en vert. Et puis après on a tout est confondu, et à la fin on a plutôt de B. Ce qui suppose qu'on doit avoir un vaccin qui couvre tous ces éléments dès le début. Et vous allez voir que bizarrement, je vais vous expliquer si vous voulez après pourquoi on a fait ça, le vaccin de cette année, il y a du tout. Donc il y a le H1N1, il y a le H3N2, et il y a le B. Et même le quadrivalent, il y a deux types de B. C'est pas même l'année prochaine? Non, cette année. Cette année. Le trivalent de cette année, il y a le H1N1 et là, le H, etc. Et il y a le H1N1 et le H3N2. Il y a un B, un type de B. Mais l'année prochaine, probablement, avec le quadrivalent, vous allez être couvert avec le 2B. Alors ça, c'est à peu près la même chose dont je vais passer. Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème d'équité au niveau du monde. Alors, quand on voit un petit peu ce qui se passe chez les enfants dans le monde, si vous voulez, donc ça, c'est une étude qui a été faite à travers tout le monde, vous voyez, donc tous les pays ont été brassés, et on trouve, la première des choses, c'est qu'il y a une grande différence entre les pays riches et les pays pauvres. Là, par exemple, vous avez Amérique, donc nouveau épisode chez les enfants 94, alors pour Afrique, 180. D'accord? Et quand on voit en résumé pays développés, pays en voie de développement, il y a une grande différence. C'est 935 versus 66. Alors, non seulement on a moins de moyens pour traiter les grippes et les complications de la grippe, mais on fait beaucoup de grippes dans les pays sous-développés, ce qui est une catastrophe. Donc, c'est l'intérêt de la prévention. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la même chose, mais ça, si vous voulez, les pays, et vous voyez, c'est très simple, ça c'est en termes de mortalité. En termes de mortalité, vous voyez, c'est 0,75, 0,13, 0,87, 0,23, etc., dans les pays du Nord. Et dans les pays du Sud, vous avez que de 6,67, 5, 7,50, etc. Donc, en plus, il y a plus de morts dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. On comprend pourquoi. Les gens meurent chez eux, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de prévention? Alors, il y a deux recommandations qu'il faut prendre en considération. Soit vous prenez les recommandations de CDC, moi ce que j'utilise la plupart des temps. Alors, CDC, c'est un grand centre d'épidémiologie, vous le connaissez à Atlanta. Soit que vous, pédiatres, vous prenez tout bêtement, tout simplement, pardon, les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie. Alors, l'Académie américaine de pédiatrie vient de publier dans Pédiatrix, c'est la grande revue de l'Académie américaine, les recommandations pour cette année, 2019-2020. Alors, 2019-2020, je vous montre deux choses, et puis après je me calme. Voilà ce qu'ils recommandent. Soit on fait
Bien sûr, les Américains, ils font essentiellement le quadrivalent. Ils ne vaccinent qu'avec le quadrivalent. Mais ils vous disent, en termes de composition, si vous voulez faire un trivalent, donc vous faites ça, le A, Brisbane, etc., le A, Kansas, et B, Colorado. Voilà. Et ça a été, si vous voulez, par exemple, je vous explique comment les choses se passent. Par exemple, A, le Brisbane 2018, H1N1, donc ça a changé par rapport à l'année dernière en termes de souche, mais bon, c'est un détail. Le Kansas, ça c'est changé. Le B, on a pris le même B que l'année dernière. Alors, quand on prend le quadrivalent, on ajoute un second B, un deuxième B, et c'est un B qui est Phuket. Enfin, Phuket. On dit Phuket, ça s'écrit Phuket, ça dit Phuket. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà, grosso modo. Ça veut dire que le quadrivalent, il est très intéressant parce que vous avez 2 A, en plus 2 B. Donc, vous couvrez le maximum le truc, et le vaccin, il va être actif sur tout, c'est-à-dire même si on a un changement en cours d'année. Parce qu'au départ, nous commençons, je vous rappelle, avec le A, après le deuxième A, puis après le B, puis après peut-être un autre B. Ça, c'est juste à titre d'indication. Hein. Les vaccins qui sont commercialisés aux États-Unis, enfin, j'ai pris qu'une partie. Hein. Donc là, vous voyez, il y a énormément, donc les parois orales, parois injectables, etc. Mais vous voyez qu'il y a essentiellement du quadrivalent, donc Fluzone, Fluarix, Fluval, etc. Là, tout ça, c'est quadrivalent. Quadrivalent, ils ont énormément de quadrivalent. Voilà les recommandations. Le résumé des recommandations. Alors, les recommandations, premièrement, il faut vacciner tous les enfants qui ont moins de 5 ans. Maintenant, tout le monde, le CDC d'Atlanta, l'Académie américaine de pédiatrie, préconise que tous les enfants qui ont moins de 5 ans doivent être vaccinés contre la grippe. Deuxième chose, quand ils ont... Alors, vous voyez là, c'est abstraction faite de la présence d'une maladie sous-jacente. C'est-à-dire, c'est pas le... Pour les autres, comme les adultes, c'est-à-dire les autres, ça veut dire plus de 5 ans, quand il y a un problème de santé sous-jacent. C'est-à-dire quand il y a une maladie cardiovasculaire chronique, une maladie pulmonaire, une immunosécrétion, un VIH, une maladie dégénérative, etc. La femme qui va devenir enceinte, etc. Et là, il y a une particularité chez vous, chez les enfants, c'est les enfants qui prennent de l'aspirine. Vous savez pourquoi? Quand ils prennent de l'aspirine, par exemple, je ne sais pas moi, soit même Kawasaki ou autre chose, etc. Parce que quand ils font de la fièvre, etc., donc ils risquent de faire un syndrome de Raynaud. Donc on dit qu'il faut mieux les vacciner pour éviter qu'ils ne fassent pas de Raynaud. Et là, vous voyez en bas, on précise ce qui a été dit par le CDC dans les recommandations 2019-2020. Tous les enfants qui sont moins de 5 ans, donc ils doivent être vaccinés contre la grippe. Alors, bien sûr, il nous reste les enfants de moins de 6 mois. Parce que là, il y a une discussion, parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas de vaccin. On ne peut pas vacciner un enfant de moins de 6 mois. Ça n'existe pas. Ça. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vacciner les parents et l'entourage. Les parents, et si vous avez une bonne, enfin, une aide ménagère, une nourrice, etc., il faut la vacciner. C'est très important. Surtout, bien sûr pas tout le monde, mais surtout quand vous avez des prématurés, cardiopathie congénitale, déficit immunitaire congénital, pathologie pulmonaire, neurologique, musculaire de longue durée, une bronchodysplasie. Après, donc, c'est très important de parler, même sur une diapo, des personnels soignants, parce qu'on traite des enfants et ce serait dommage de contaminer un enfant. Donc, il est très important de vacciner aussi les pédiatres et les assistantes, etc. Parce que je ne parle pas des pédiatres, mais tous les personnels soignants. Alors maintenant, je vous présente ça, un travail qui est très récent, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que l'année dernière, j'ai fait la même conférence, je ne me rappelle plus, je crois que c'était avec les pneumos, etc. Il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, mais est-ce qu'on a démontré que les personnels soignants est contaminé à l'intérieur des hôpitaux ou dans les cabinets? Dans cette étude, vous voyez que oui, par exemple, ici, par une étude génétique, donc on démontre quand même que ce qui est acquis à l'intérieur de l'hôpital, ça peut aller jusqu'à 43%. Et en comparant de façon génétique les souches qui existent chez le personnel soignant et qui existent chez l'enfant, donc on arrive quand même à prouver
que oui, l'enfant a été contaminé par le personnel soignant. Pardon, c'est pas l'enfant, hein. C'est pas l'enfant, c'est tout le monde. Excusez-moi, on ne peut pas dire des erreurs. Alors la question qui fâche, est-ce que le vaccin est efficace? Oui, il est efficace, mais quel degré d'efficacité? C'est très important. Alors ce qui est écrit dans la science, ce qui a été reproduit dans le rapport de l'Académie américaine de pédiatrie, c'est voilà, un vaccin trivalent, par exemple, versus A, par exemple, sur le H1N1, plus de 70%. Mais attention, pour le vaccin quadrivalent, c'est 45 à 65%, on arrive presque à 70%. Mais vous voyez, par exemple, il y a une différence. Il y a de 51 à 71 contre le A, mais seulement 32 à 34 contre le B. Et les gens sont en train de travailler pour pouvoir améliorer ça, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Voilà. Donc, il faut pas... Voilà. Alors, est-ce que les enfants sont vaccinés? On va dire, oui, chez nous, on ne vaccine pas beaucoup, mais à travers le monde, est-ce qu'ils sont vaccinés? Ben, malheureusement, non. Par exemple, les taux de vaccination, même par exemple dans les pays développés, vous voyez, bon, par exemple, en Hollande, en Norvège, en Allemagne, etc. Donc, ça varie en général. Donc là, c'est les vaccinations du parcénéros. Et de l'autre côté, c'est les vaccinations du personnel soignant. Donc, on reste là. On reste là. Et vous voyez, en France, 35%. En Irlande, 27%. En Angleterre, 42%. Donc, en général, on peut dire que c'est moins de 50% qui sont vaccinés. Voilà. Alors, comment vacciner? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va passer aux choses pratiques, puis après, j'en peux répondre à toutes questions. Donc, administration de vaccins, donc recommandation encore de l'Académie américaine de pédiatrie, et une recommandation particulière comment vacciner dans le cabinet de pédiatrie. Alors, vous avez le document, je peux vous donner aussi le texte complet. Cabinet de pédiatrie équipé pour faire face à une complication post-vaccinale immédiate, choc anaphylactique. Mais ça, vous le savez, donc il faut avoir l'adrénaline, il faut avoir des corticoïdes, il faut avoir des antihistaminiques, puis après, il faut faire une perfusion, etc. Et vous savez très bien, certainement, que maintenant, ce n'est pas encore en vente au Maroc, on a des stylos à adrénaline. Vous pouvez les faire venir de l'étranger. Voilà, et c'est très utile parce que c'est très pratique, c'est rapide, etc. Et il n'y a pas de surdosage quand on utilise un stylo d'adrénaline en cas, par exemple, de choc anaphylactique ou d'MFU. Le vaccin, donc, en seringue unidose, pardon, donc 0,25 ml l'enfant de moins de 3 ans. On fait en IM, de préférence, d'accord. Donc de 6 mois à 35 mois, donc on fait 0,25. Enfant de plus de 36 mois, 0,5. Alors maintenant, les doses. Alors les doses, c'est très simple. Un enfant qui a été déjà vacciné, le problème est réglé. Vous faites une dose, point d'aligne. Vous vaccinez un enfant pour la première fois. Donc vous faites 2 doses. Toujours, c'est la règle. Partout dans le monde, c'est la règle. Enfant de moins de 8 ans, jamais vacciné, 2 doses à 1 mois d'intervalle. Puis après, s'il revient vous voir l'année d'après, faites une dose, en général, c'est largement suffisant. D'accord? Et puis après, ce qui est recommandé par l'Académie américaine, c'est surveillance après vaccination, 15 minutes, vous le laissez dans le cabinet, puis après il peut rentrer chez lui. S'il vous dit à un moment, il vous dit qu'il est allergique à l'œuf, etc. Moi, j'ai jamais vu d'allergie à l'œuf, mais bon, j'attends toujours de voir, mais ça, je ne sais pas ce que ça existe, hein, ça a été écrit. S'il vous dit allergique, etc., vous le gardez 30 minutes. Voilà, donc ça c'est la même chose, c'est juste ce qui écrit, c'est le tableau qui fait dans le texte de l'Académie américaine de pédiatrie que je vous montrais tout à l'heure. C'est la même chose, hein, une dose, 2 doses, etc. C'est ce que je viens de faire. Mais voilà, donc ça c'est la même chose dit autrement, c'est-à-dire 6 à 35 mois, une dose, puis après une injection supplémentaire 4 semaines après, 3 à 8 ans, une dose, etc. supplémentaire, et à partir du 9 ans, une dose. Prématuré, qu'est-ce qu'on fait avec le prématuré? On a dit qu'on ne vaccine pas le prématuré. Oui, mais il faut dire aux parents de commencer à le vacciner dès qu'il atteint l'âge d'être vacciné. D'accord? C'est très important. Ça veut dire qu'il faut le vacciner après 6 mois. Dès qu'il dépasse 6 mois, il faut le vacciner parce que, vous savez, les prématurés, il y a beaucoup de problèmes, etc. D'autant plus, enfin, il faut être plus agressif, d'autant plus qu'il y a un problème, par exemple, de bronchodysplasie, etc. Alors maintenant, pour ne rien vous cacher, est-ce qu'il y a des études qui ont montré l'efficacité du vaccin chez les prématurés? Il y a des études, mais qui sont très rares. Donc, voilà. Alors, comment vacciner? Donc, il faut informer la personne vaccinée des effets secondaires. Le coup, douleur, œdème, érythème. Il faut informer la maman.
ou le papa qui amène le plus. Comme ça, après, il ne va pas vous dire, oui, c'est le vaccin qui lui a entraîné ça, etc. C'est vrai que c'est une réaction due au vaccin, mais c'est une réaction du corps. Une réaction d'immunité, directement. Fièvre, céphalée, etc., myalgie. Il faut qu'il y ait quand même de l'iprane pour ne pas que l'enfant ne convulse pas par une hyperthermie. Okay. Et le vaccin ne transmet jamais la maladie. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, l'enfant, je l'ai vacciné, et 5 jours après, il a fait la grippe. Bon, il était en train de faire la grippe, il était en phase d'incubation. Pas. Et puis le vaccin n'est pas efficace immédiatement. Il faut du temps, 10 jours par exemple, avant de trouver l'efficacité à 100%. Alors ça, rapidement, les effets secondaires, vous voyez, donc, ils ont été étudiés sur des longues séries. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas combien j'ai encore de temps. Je ne vais pas vous embêter avec ces détails. Qu'est-ce qu'il fait très tard? J'ai 20 minutes. Non, je vais dépasser. Je vais arrêter. Alors je passe ça. C'est les effets secondaires, mais vous les connaissez. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des effets secondaires, signalez-les. C'est très important au centre de vaccinovigilance. Vous avez eu la chance d'avoir, avant moi, Madame Dr Lanich, donc qui vous a parlé dans le centre antipoison de pharmacovigilance. Vous avez le numéro ECHO, etc. Alors, c'est très important. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que, premièrement, on manque de données. On n'a pas de données sur les effets secondaires des vaccins chez les Marocains. Deuxièmement, c'est le seul moyen, à mon avis, pour convaincre la population que les vaccins ne donnent pas de maladie. Parce que quand on a des données de dire, voilà, on a vacciné 100 000 enfants, et voilà, les effets secondaires qu'on a sont les effets secondaires mineurs, c'est le meilleur moyen pour défendre notre attitude scientifique. Mais dire aux gens, non, les vaccins n'ont pas d'effets secondaires comme ça, ils vont dire, donnez-moi la preuve. Et la preuve, c'est simple. Il faut déclarer les effets secondaires que vous avez vus après les vaccins, Centre national de pharmacovigilance. Alors ça, je l'ai déjà dit. Allergie à l'œuf, bon, on s'en fiche. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas comment on fait. On répond à la question maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est à Madame la Présidente de me dire. Oui. Je vous remercie pour l'exposé. Moi, avec la grippe, j'ai un problème, le vaccin de la grippe. Donc, permettez que je m'assoie parce que oui. j'ai très mal au dos. Je fais 4 heures de cours ce matin et j'ai... Alors. J'ai des petites questions qui sont peut-être un peu techniques. L'OMS, est-ce qu'elle a des recommandations? Parce que le fait que les États-Unis, même avec des sociétés savantes de cette envergure, donnent des recommandations, quels sont les pays qui suivent ces recommandations? En Europe, en Scandinavie, en Australie, je ne sais pas. Pourquoi nous, on devrait les suivre? Pourquoi oui, pourquoi non? Alors, vous permettez que je réponde question par question? Parce que les neurones, ils sont très fragiles et je n'arrive pas à retenir tout. Alors, premièrement, oui. Les Européens, par exemple, ils suivent les recommandations du CDC. Et quand vous voyez les recommandations françaises et les recommandations des autres pays européens, c'est les mêmes recommandations du CDC. L'OMS aussi, elle a les mêmes recommandations. Je n'ai pas parlé de l'OMS, mais l'OMS aussi, elle recommande de vacciner tous les enfants de moins de 7 ans. Deuxième question. Alors pourquoi, bien sûr, pourquoi on doit suivre les recommandations pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on croit à ce qu'on fait le CDC, parce que c'est un organisme qui est indépendant. Ce n'est pas comme l'OMS qui est un organisme qui est politique. Vous savez très bien que c'est un organisme qui est politique, qui fait de la politique de santé. Je ne dis pas en train de politique, c'est politique de la santé. Ça veut dire qu'il tient compte des pays. Faites ça, ne faites pas ça, etc. Mais ça, c'est un détail. Et deuxièmement, parce que nous, on n'a pas de recommandations. C'est ça la raison. Les résultats sur l'efficacité, quand on parle de résultats de 45, 55, 70, ça ne convainc pas pour utiliser, puisque ça ne dépasse pas les 80%. Mais surtout quand on a 45 pour une politique de vaccination, d'ailleurs, si c'était dans le sens par exemple, le ministère, il l'utilise parce qu'il y a tel et tel problème, mais en plus il n'y a pas d'études